Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir le mien de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine sous le prisme des observateurs avertis que sont les hommes et les femmes des médias et quelques invités bien stratégiques tirés sur le volet. Au sommet de notre édition de Scène de Presse de ce jour, nous avons un sujet fort écologique et de développement durable. Le partage juste et équitable des ressources biologiques et génétiques issues des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale a cristallisé l'attention cette semaine à Libreville au Gabon. Sous le prisme du protocole de Nagoya, sénateurs et députés membres du réseau des parlementaires pour la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale ont été outillés aux enjeux économiques liés à cette convention internationale. Mais une question demeure, à qui profite véritablement l'exploitation des ressources des écosystèmes du bassin du Congo? Nos invités vont sûrement nous aider à comprendre les enjeux qui sont derrière cette affaire du protocole de Nagoya. Était également un débat cette semaine, mais cette fois du côté de Douala, la capitale économique camerounaise, la commission, la protection des investisseurs dans un contexte de marché financier pas toujours dynamique. La commission des marchés financiers du Cameroun est sortie de son mutisme pour donner à voir aux opérateurs économiques et autres investisseurs les garanties qu'elle offre pour les inciter à financer l'économie camerounaise. Dans le même temps, l'agence de promotion des investissements faisait une campagne médiatique en vue de l'organisation très prochaine, c'est-à-dire le mois prochain, du Cameroun Investment Forum à Douala, la capitale économique camerounaise. Est-ce que ces actions de communication sont suffisantes pour rassurer les investisseurs à choisir la destination Cameroun et venir investir dans notre pays? On le saura tout au long de cette émission avec nos invités. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de Scène de Presse. Avant de continuer et de découvrir ceux qui font le débat avec nous, je vous propose leur portrait signé Christelle Avom avec les images de Nicolas Essi. Lynn René Batonguet est journaliste issue de la 28e promotion de l'ESTIC. Chef de service en charge de l'environnement au poste national, Lynn René est diplômée en communication sur la santé et l'environnement. Membre de l'Association des journalistes scientifiques du Cameroun et de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, elle a reçu de nombreux prix liés à des reportages sur les questions environnementales. Le docteur Joseph Besson est secrétaire général de la Commission des marchés financiers. Il a été directeur général de First Asset Management, PhD en développement des systèmes financiers et bien-être, obtenu à l'université Huddersfield au Royaume-Uni. Joseph Besson a été bénéficiaire de la prestigieuse Chevening Scholarship en 2007. Bonsebe Serge Désiré est journaliste issu de la promo 2010 de l'ESTIC. S'il a baladé sa plume dans plusieurs rédactions, c'est aujourd'hui à l'hebdomadaire sous-régional Baromètre communautaire qui noircit les colonnes. Responsable du pôle numérique de Gabon Média Corporation, il est aussi conseiller du président de Gabon Média Coopération en stratégie, recherche et développement. Arsène Batsogo Joseph Arsène est communicateur et journaliste spécialiste en santé-environnement. Consultant UNICEF en communication pour le développement communautaire et coordination des réseaux, il est titulaire d'une maîtrise professionnelle en communication, santé, environnement et développement durable obtenue à l'ESTIC. S'il a assisté à plusieurs séminaires de formation dans le domaine, il saura éluder la question du jour, à savoir les écosystèmes forestiers sont-ils des niches de richesse? Merci Christelle, Madame, Monsieur, merci d'être venu sur le plateau de Scène de Presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous signale à vous autres chers téléspectateurs que nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir le zooming de la semaine, le focus de la semaine, les portraits et bien sûr la revue de presse que va signer Daniel Menanga. La première question, je vais la poser tout de suite au secrétaire général de la Commission des marchés financiers au Cameroun. À quoi sert votre institution, sérieusement? La Commission des marchés financiers du Cameroun a été créée par la loi de 1999 avec des missions précises. Elle sert d'abord pour la protection de l'épargne publique investie en valeur mobilière et sur d'autres produits d'investissement. Deuxièmement, elle sert pour s'assurer que l'information qui est diffusée au public camerounais, que cette information est sincère, crédible et exacte.
et finalement c'est pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers au Cameroun. Oui, Serge, vous avez entendu, voilà à quoi sert exactement la Commission des marchés financiers au Cameroun, mais ça fait 14 ans que cette institution existe, mais on n'a pas l'impression qu'on en entend très souvent parler ou alors qu'elle joue pleinement son rôle, tel que décliné par son secrétaire général. D'où l'un des premiers problèmes qu'on a avec cette commission et le marché financier au Cameroun, le déficit de communication. Vous le disiez à l'entame de cette émission, on ne les entend pas beaucoup. C'est une pratique une pratique de financement des entreprises assez nouvelle dans le contexte camerounais, et donc il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de pédagogie, il y a un besoin de formation à l'endroit des entreprises, à l'endroit des épargnants, pour qu'ils fassent confiance, pour qu'ils comprennent déjà de quoi est-ce qu'il est question et qu'ils fassent confiance à ce système-là. Mais comme vous le disiez, on ne les entend pas beaucoup et ils gagneraient, je pense, à optimiser leur communication. Pourtant, ça fait 14 ans que l'institution existe à Sen-Batsogo. Vous n'avez pas sûrement entendu parler, ou alors pas très souvent, sauf quand il a fallu lever des fonds à travers les emprunts obligataires souscrits par l'État camerounais et d'autres États de la sous-région Afrique centrale. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a véritablement besoin d'une structure comme celle-là? Difficile de savoir si son rôle n'est pas clairement perçu par les acteurs du marché financier. Et c'est à ce moment, si il faut attendre les journées comme celle qui vient de passer, ou encore des explications sur un plateau de télévision, pour qu'on sache exactement. Bon, peut-être que ceux qui sont intéressés, qui sont les acteurs du marché financier, maîtrisent le rôle et la place de la commission. C'est à eux qu'il revient d'apprécier justement le bien fondé de cette institution, à mon avis. Sauf que la commission, là, essaie bien évidemment à aider les acteurs à lever des fonds et à financer l'économie camerounaise, c'est ce que j'ai compris. Lynn René, vous avez passé plusieurs années à Douala. Ce n'est un secret pour personne pour dire que vous avez quelques relations avec les acteurs économiques. Vous avez l'impression que très souvent, ils ont eu recours à la commission des marchés financiers pour quelques engagements, que ce soit en termes d'investissement? C'est vrai que, on va dire, ça a toujours été caractérisé par une certaine opacité. En réalité, on n'en entend pas vraiment parler, et que, comme disaient les autres, ils gagneraient effectivement à communiquer un peu plus, à chercher à parler un peu plus de cette commission-là pour pouvoir intéresser davantage le public. Oui. Ça, c'est clair quand même. On a donc la chance d'avoir le secrétaire général sur le plateau qui va effectivement éclairer notre lanterne sur le sujet. La commission des marchés financiers du Cameroun, comme je l'ai dit, ça fait 14 ans qu'elle existe, qu'elle a eu à poser quelques actes majeurs ces derniers temps, notamment au travers des emprunts obligataires, qu'elle a, on va dire, parrainé, c'est ça, soutenu, encouragé, encadré. Non, la commission des marchés financiers est là pour s'assurer que ceux qui viennent sur le marché pour lever les fonds, le fonds selon les règles de l'art. La commission des marchés financiers n'est pas un guichet de banque. Elle joue le rôle que la COBAC joue dans le secteur bancaire. Donc la commission des marchés financiers assure le contrôle des activités sur le marché financier, assure le contrôle de la bourse, assure le contrôle des prestataires de services d'investissement et s'assure que l'écosystème est harmonieux. Donc c'est ça un peu le rôle de la commission, qui n'est pas un rôle de donner directement de l'argent aux investisseurs, mais elle sert plutôt de facilitateur pour aider ceux qui veulent venir sur le marché et les investisseurs qui sont prêts à investir sur les produits financiers qui sont offerts sur le marché, à pouvoir y acheter ou vendre sans se soucier de la qualité de l'information, puisque la commission est là pour veiller à ce que l'information qui est donnée au public est la bonne information. Vous parlez de la bonne information et l'information donnée justement au public, et tous ceux qui sont sur ce plateau sont unanimes en disant que la bonne information n'est pas toujours disponible. Ça me permet de vous poser cette autre question. Où est-ce qu'on en est avec la Douala Stock Exchange? Bon, vous avez parlé de la bourse. Voilà. La Douala Stock bourse camerounaise aujourd'hui. Voilà. Donc la Douala Stock Exchange, c'est le marché secondaire de la place financière de Douala. Voilà. Alors, la Douala Stock Exchange est là pour s'assurer que lorsque les titres sont émis sur le marché primaire,
dont les obligations ou les actions sont émises sur le marché primaire, ceux qui ont acheté ont la possibilité de revendre. C'est ça que les autres appellent ça le marché d'occasion. C'est-à-dire vous avez acheté des titres, vous allez à la Douala Stock Exchange, lorsque les valeurs sont cotées, vous avez la possibilité de les échanger. De les échanger, parfois de les vendre plus cher encore que ce que vous avez acheté. Ça dépend également de l'information qui entoure l'activité de l'entreprise concernée. Vous savez, nous avons un problème de l'évaluation des entreprises chez nous, parce que toute information qui anime l'activité d'une entreprise doit concourir à la détermination de sa valeur. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise n'est pas cotée, par exemple à la Douala Stock Exchange, il est difficile de savoir quelle est la vraie valeur de cette entreprise, de ses actions. C'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui. Personne ne sait la valeur des entreprises qui existent chez nous. La Douala Stock Exchange, certes, n'a pas attiré beaucoup d'entreprises au Cameroun. Aujourd'hui, on n'en a que 3. On n'en a que 3, mais il faut qu'on se rappelle que c'est également un bien social. C'est une bourse, mais c'est un bien social. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une entreprise qui est cotée sur la Douala Stock Exchange, qui fait dans le domaine, disons, de l'eau, si vous êtes actionnaire dans une autre entreprise qui fait dans de l'eau, on ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes entre les couples. Mais si l'un des couples avait des titres dans l'autre entreprise et qu'il arrivait qu'il y ait problème de divorce, il faut partager les biens. Comment on fait pour évaluer les titres que le monsieur ou la dame avait sur l'autre entreprise? Parce que cette entreprise n'est pas cotée. N'est pas cotée, mais donc vous allez à la bourse. Donc on a intérêt à aller vers la bourse. Vous allez à la bourse, vous retrouvez l'autre entreprise qui fait aussi dans l'eau, qui est comparable à l'autre entreprise qui n'est pas cotée. Vous regardez la valeur au niveau de la bourse et vous utilisez ces valeurs pour faire votre valorisation de l'autre entreprise. Et arriver au partage qui soit beaucoup plus équitable. Donc c'est ça la fonction sociale. Donc la bourse elle est là certes, mais elle joue quand même son rôle au niveau de l'économie camerounaise. Mais la bourse gagnerait à aller au-delà de 3 entreprises. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'en 14 ans, qu'on en soit seulement à 3 entreprises cotées à la bourse, à la Douala Stock Exchange du Cameroun, Lynn René? C'est assez insuffisant. Vraiment, en 14 ans, pourquoi seulement 3 entreprises? Ça, c'est la question qu'il faut se poser parce que on penserait quand même à avoir déjà un peu plus d'entreprises aujourd'hui cotées au niveau de la bourse à la Douala Stock Exchange. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi seulement. Est-ce que c'est peut-être parce que les conditions ne sont pas aussi faciles que ça? Je me dis. Le secrétaire général va sûrement nous répondre. Serge, vous étiez à Libreville il y a encore quelques temps. On sait que de ce côté-là, il y a également un marché boursier, un marché financier, il y a même une bourse de valeur. On avait pensé que la sous-région mettrait en place une seule bourse de valeur mobilière. On se retrouve avec plusieurs. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les acteurs économiques aient du mal à venir du côté de la bourse, de la Douala Stock Exchange? Il y a au chapitre des raisons pour lesquelles nous ne sommes qu'à 3 entreprises cotées à la Douala Stock Exchange. Il y a un problème culturel. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Les patrons d'entreprise, sur la base des enquêtes qui ont été faites, les patrons d'entreprise ont un problème avec la transparence. Il n'est pas toujours aisé de rendre public un certain nombre d'informations, parce que coter une entreprise en bourse, c'est effectivement rendre public un certain type d'informations sur l'entreprise. Et donc ça appelle... Ça freine un peu l'ardeur de la méfiance vis-à-vis des patrons d'entreprise. Vous savez que l'environnement des affaires au Cameroun est particulièrement compliqué. La plupart des entreprises, en tout cas beaucoup d'entreprises, ne disent pas toujours l'exacte vérité sur le chiffre d'affaires, etc., par peur de ce que les services fiscaux vont finir par faire, etc. Et donc, ce problème de transparence que la bourse exige est un frein à ce que les entreprises y aillent. Donc ça, c'est la principale raison. L'autre raison se situe au niveau de l'étroitesse du marché. Dans l'espace sous-régional de l'Afrique centrale, donc vous l'avez dit, nous avons 2 bourses.
c'est déjà beaucoup pour cet espace. En 2011, la Banque africaine de développement avait justement proposé que les deux bourses soient fusionnées, qu'il y ait une spécialisation, que par exemple Douala soit spécialisé sur les actions, que Libreville soit spécialisé sur les obligations, ou alors, deuxième option que la BAD avait proposé, que Libreville soit, que la bourse de Libreville et celle de Douala fusionnent, et donc que Douala accueille la bourse et que Libreville reste sur la fonction de régulation. Bon, vous voyez très bien que sur cette question-là, il y a un problème de volonté politique. Des il faut États que les États de la sous-région s'entendent là-dessus. Et dernier élément, c'est la méfiance des épargnants vis-à-vis de ce mode de financement. Nous avons déjà une grande méfiance vis-à-vis du système bancaire, qui lui est un peu plus âgé que le système boursier. Donc, on n'a pas toujours confiance dans ces services-là. À mon avis, donc, sur la base des enquêtes qui ont été menées, ce sont les raisons qui expliquent que nous n'ayons pas beaucoup progressé sur Monsieur Mbassoro, Serge parle là de la méfiance des épargnants, mais je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement le seul élément qui freine les uns et les autres à aller vers les marchés financiers, les marchés boursiers, parce que si je m'en tiens justement aux emprunts obligataires qui ont connu des succès retentissants chaque fois qu'il a fallu lever des fonds sur les marchés camerounais, on a pu atteindre le quota, voire même dépasser le quota en question. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ce peu d'engouement, plus un problème de gouvernance des entreprises même camerounaises? Je ne suis pas chef d'entreprise, il est difficile que je me prononce. Je pense que au-delà donc du comportement de ces entreprises dont vous évoquez, il y a d'autres aspects. La gouvernance concernant le marché financier, la gouvernance des États. Pour moi, je pense plutôt qu'il y a une espèce d'absence de marketing fort de l'activité du marché financier. Par exemple, j'ai échangé avec un enfant, on se disait que vous avez, quand vous introduisez l'émission, la communication, elle est suffisamment fermée, ce qui fait que un certain nombre d'entreprises, peu importe la taille, peuvent s'aventurer au niveau du marché financier. Maintenant, il a expliqué des caractéristiques avec des calculs, les taux d'intérêt, les pourcentages qui sont suffisamment incitatifs pour que les gouvernements ont mis en place pour permettre donc aux entreprises de pouvoir s'engager, s'aventurer au marché financier. Donc, pour moi, la gouvernance au niveau de ce marché a ses torts, mais il serait beaucoup plus intéressant que l'information puisse circuler aisément auprès de ceux qui sont les principaux concernés par ces marchés. Oui, auprès de ceux qui s'intéressent, de ceux qui ont besoin des ressources pour investir dans leurs affaires, en sorte que, parce que on a l'impression que ça reste un cadre complètement déjudicié. Il faut absolument vulgariser et que la commission puisse jouer effectivement le rôle de reliance sociale dont parlait le secrétaire général tout à l'heure. D'accord donc pour ces aspects de reliance sociale, mais Serge a quand même souligné quelque chose, c'est que nos entreprises sont gérées un peu comme des épiceries, donc difficile pour celles-ci de venir vers une bourse de valeur mobilière. Qu'est-ce que sont les garanties quand même, les outils incitateurs qu'on pourrait mettre à la disposition pour amener un plus grand nombre à venir vers la bourse des valeurs mobilières, par exemple? Oui, il a certainement raison de dire qu'il y a ces problèmes de transparence. Parce que la seule denrée sur le marché financier, c'est l'information. C'est l'information financière. C'est l'information qui concerne l'environnement et le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, si l'investisseur n'a pas la bonne information concernant ces entreprises, c'est un peu difficile que l'investisseur puisse investir dans ces sociétés-là. Bon, vous me demandez quels sont qu'est-ce qui est mis en place pour faciliter l'accès de ces entreprises
au marché financier. Eh bien, depuis que le nouveau collège de la commission est arrivé avec son président, nous avons mis en place un nouveau plan stratégique qui aujourd'hui nous permet de regarder devant avec optimisme. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller vers ces entreprises pour communiquer l'information de ce qui existe, les avantages qui existent, surtout fiscaux, et de les encourager à beaucoup plus d'ouverture. Tout à l'heure, il disait que sur la place de la CEMAC, nous avons 2 bourses. Alors, permettez-moi de vous dire que lorsqu'on a créé le marché de l'Afrique de l'Ouest, la BRVM, lorsque M. Houphouët a créé ce marché au début des années 90, il y avait 32 entreprises cotées. Et c'était la bourse d'Abidjan. Aujourd'hui, nous avons à peine 43 pour 8 États. Donc vous voyez qu'en plus de 14 ans que les 8 États se sont réunis pour créer une bourse unique. Voilà, une bourse unique. On n'a pas eu plus d'entreprises que quand on avait une seule bourse. On avait une seule bourse. Donc ça veut dire qu'il faut un État leader. Et c'est ce rôle que le Cameroun doit jouer en Afrique centrale pour que les autres retrouvent le Cameroun dans le chemin du développement. Et c'est l'économie ivoirienne est différente de l'économie camerounaise. Mais non, les mêmes entreprises qu'on retrouve au niveau d'Abidjan sont les entreprises qu'on retrouve au Cameroun. Et ces entreprises sont cotées du côté d'Abidjan. Mais ne sont pas cotées du côté camerounais. Du côté camerounais. Et aujourd'hui, c'est le travail que la Commission des marchés financiers est en train de mener sur le terrain pour montrer qu'il y a des avantages pour arriver à utiliser le marché financier pour financer les activités d'investissement. Tout à l'heure, je lui disais que l'État a baissé l'impôt sur les sociétés de 30 à 20% pour les entreprises qui vont entrer en bourse en cédant 20% du capital. Mais vous vous rendez compte, si on baisse votre impôt de 10%, ça veut dire que même si vous levez l'emprunt sur le marché à 7% et les 20%, vous bénéficiez de ces 20% pendant 3 ans, c'est-à-dire que vous avez 30 points d'impôt économisés. Et vous payez l'intérêt, par exemple, si c'est des obligations de peut-être 7%, en 3 ans, ça vous fait 21%, alors que effectivement vous avez reçu 30% de baisse. Donc en quelque sorte, vous levez l'argent à taux zéro. On va revenir sur cette explication qui me paraît fort intéressante pour ceux des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui nous se regardent en ce moment-ci. Le temps pour nous de vous proposer le focus de la semaine et on reste sur le même chapitre et nous avons pu rencontrer cette semaine donc le président de la Commission des marchés financiers, Jean-Claude Ngba, qui revient sur ces journées qui ont été organisées à Douala en vue de sensibiliser les entreprises et en vue de protéger les investisseurs camerounais et non camerounais de toutes les façons, les acteurs de l'économie camerounaise vis-à-vis de ces marchés et de la spéculation dans les marchés financiers. Je vous propose donc M. Jean-Claude Ngba. Nous avons pu communiquer avec le public, nous avons communiqué avec les professionnels, nous avons communiqué pour pouvoir présenter, n'est-ce pas, les avantages déjà de l'introduction sur le marché financier et comment l'épargnant, l'investisseur est protégé par les opérations, lors des opérations qui se déroulent sur le marché financier. Le rôle du régulateur est primordial puisque au-delà du développement, n'est-ce pas, du marché financier, il est avant tout le protecteur de l'épargnant, le protecteur de l'investisseur en valeur mobilière. C'est pour cela que nous avons donc présenté aussi au public, n'est-ce pas, tous les avantages qui entourent l'introduction sur le marché financier, mais surtout comment les investisseurs sont protégés au cours de cette opération. Le premier, c'est le régulateur, qui est la Commission des marchés financiers. À côté de ce régulateur, nous avons donc les acteurs principaux que sont la bourse des valeurs mobilières, Douala Stock Exchange. Nous avons le dépositaire central, qui est la caisse autonome d'amortissement. Et effectivement, les plus importants, que l'on ne connaît pas souvent, les prestataires de services d'investissement, qui sont aujourd'hui pour la plupart des banques.
nous avons 13 prestataires de services d'investissement, n'est-ce pas? Donc 10 sont pratiquement des établissements bancaires. Nous avons donc, à travers cette architecture, permis aux Camerounais d'être dotés d'un instrument puissant de financement de l'économie. Et c'est ça le rôle du marché financier, le rôle de la bourse, qui est un marché de valeurs mobilières sur lequel s'échangent les actions, qui sont des titres de propriété, et les obligations, qui peuvent être des titres de créance, n'est-ce pas, émis par une entreprise, par une banque, par une collectivité locale ou par un État. Il faut dire que 14 ans après le début des opérations, nous avons constaté que le niveau d'activité n'a pas beaucoup augmenté. Nous avons moins d'une dizaine d'actions qui sont cotées, moins d'une dizaine d'obligations également qui sont dans le compartiment obligataire. Bref, ça ne reflète pas, n'est-ce pas, le potentiel économique du Cameroun. Parce que nous devrions être au moins comme les autres pays à niveau économique comparable, à une trentaine de sociétés cotées, pourquoi pas à une centaine d'obligations existant sur le marché. Mais nous n'avons pas encore atteint ces performances. Nous sommes à 3 sociétés, il faut le dire, il y a 3 sociétés qui sont cotées, il y a moins d'une dizaine d'obligations d'États, de l'État du Cameroun et d'autres États de la CEMAC, et puis des organisations internationales qui ont fait confiance au marché financier camerounais et qui ont donc émis des obligations sur le marché financier camerounais. Bon, donc je dis bien que ça ne reflète pas du tout le potentiel de notre économie. Nous devrions pouvoir nous retrouver au-delà, sinon semblables aux indicateurs qui caractérisent par exemple l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire. La solution que nous avons envisagée, d'abord de mettre en place une stratégie, n'est-ce pas, de développement, de redynamisation du marché financier, qui est le fruit des concertations que nous avons eues avec l'ensemble des acteurs. Au-delà de cette grande concertation, comme solution également par rapport aux autres produits qui vont venir, notamment la mise en place des organismes de placement collectif en valeur mobilière, les OPCVM, nous avons entrepris des démarches au niveau de l'OICV avec notre partenaire, le régulateur du Nigeria, où nous avons pu constater une grande évolution de ce marché financier qui nous est proche. À terme, lorsque nous serons totalement opérationnels, il n'est pas exclu que nous puissions avoir des contacts plus poussés avec ce marché financier pour nous permettre de mettre à la disposition des Camerounais des actions d'autres pays qui sont également certainement plus liquides. À quoi aura servi la semaine de sensibilisation des investisseurs réellement? Bon, la semaine de l'investisseur est une semaine qui est observée sur le plan mondial. C'est une semaine qui est coordonnée par l'Organisation internationale des commissions des valeurs, donc l'OICV, et a été célébrée à plus de 100 pays. Vous savez, depuis la crise de 2007-2008, les investisseurs de détail ont du mal à aller sur le marché financier. Donc il y a quand même une baisse d'activité des investisseurs de détail. C'est plus les investisseurs institutionnels qui propulsent le marché aujourd'hui. Mais il est question aujourd'hui de remettre les investisseurs de détail en confiance. Lorsque vous dites les investisseurs de détail, vous voulez parler des particuliers. Des particuliers, le propriétaire d'une entreprise, je ne sais pas quoi vous parlez en début d'émission d'une entreprise qui fait dans de l'eau potable, ou alors, je ne sais pas quoi, d'un importateur de poissons, d'un exportateur de poissons, ou d'un agriculteur simplement. Quelqu'un qui a son exploitation agricole, est-ce qu'une personne pareille peut s'aventurer à venir dans un marché financier ou dans un marché boursier? Non, il faut d'abord se constituer en entreprise. Oui. C'est-à-dire, l'investisseur chez nous n'est pas comme l'investisseur, quand on va parler tout à l'heure de l'API.
L'investisseur chez nous, c'est celui qui vient sur le marché pour acheter l'action ou l'obligation. Il vient acheter des titres. Et l'entreprise qui vient sur le marché pour chercher les ressources, chez nous, c'est ça qu'on appelle l'émetteur, qui est un peu différente de l'idée d'investisseurs qui viennent de l'étranger pour implanter une activité. Parce que chez nous, c'est des titres qui existent déjà, ou si on veut augmenter le capital, donc augmenter le nombre de titres, on vient sur le marché financier pour proposer ces titres et lever les fonds. Et c'est ce fonds maintenant que vous allez utiliser pour les investissements. Donc, celui qui a son palmeraie doit d'abord se constituer en entreprise. Justement, qui a son entreprise, parce qu'on peut avoir une palmeraie et être constitué en entreprise, on a besoin de lever des fonds peut-être pour monter sa capacité de production. Est-ce qu'on est habilité à venir à la Douala Stock Exchange? Voilà, vous êtes habilité du moment où vous avez au moins 3 bilans. Parce qu'on vous demande quand même 3 bilans. Ça rejoint donc ce que disait Serge Bontébé tout à l'heure. Vous parlez bien du bilan financier, de gestion de l'entreprise. Et ça, c'est pas courant chez nous. Ben, on doit s'arrimer aux standards internationaux. On doit s'arrimer. Il faudrait pas que lorsque les évaluateurs du Fonds monétaire et tout ça arrivent ici chez nous, que chaque année, on ait des problèmes avec le doing business. Il faut qu'on arrive à avoir des entreprises qui ont des données fiables. Il faut qu'on arrive... D'ailleurs, si une entreprise arrive sur le marché financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où ces données sont présentées au niveau du marché pour la première fois, il n'y a plus moyen de changer. Ça veut dire que on peut considérer que à ce moment, c'est base 0 et au fur et à mesure... Soit on avance, soit on décline. Voilà. Et si on décline, on sort du marché. Parce que le marché ne tolère pas que vous ne communiquez pas l'information concernant la gestion de votre activité. Oui, Lynn René, vous comprenez donc aisément que les entreprises aient du mal à aller vers les marchés financiers? Effectivement, et comme le disait tantôt Serge, les entreprises ont du mal parce que justement, elles ne veulent pas toujours communiquer leur chiffre d'affaires. Mais il y a un élément assez incitatif d'ailleurs et incitateur, à savoir la baisse des impôts qui a été faite depuis 7 ans déjà, vous l'avez dit, je crois bien. Ça fait 7 ans, c'était en 2010. Alors si depuis 7 ans, on a quand même baissé les impôts pour ces entreprises-là. Pour celles qui voudraient aller vers les marchés financiers. Et qu'il n'y a toujours pas eu assez d'entreprises qui viennent vers ces marchés financiers-là, c'est que peut-être qu'il y a un autre problème. Le problème doit être ailleurs. Et c'est là où on revient justement sur ce problème de communication. Combien d'entreprises, par exemple, savent même que effectivement le taux de ces impôts-là a été baissé. Elles sont combien qui pour sont celles qui aimeraient aller vers ces marchés financiers? Justement. Moi, j'en suis à me poser une autre question. Est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas suffisamment d'engouement des entreprises vers les marchés financiers, est-ce que ce n'est pas un indicateur de ce que la Commission des marchés financiers, peut-être qu'il faudrait s'en défaire, qu'elle ne servirait pas, Serge? Peut-être c'est un outil de trop pour nous. Peut-être l'économie camerounaise n'est pas encore à même de fonctionner avec de tels outils. Le secteur existe, il faut le réguler, il faut une instance de régulation. Ne pas le réguler donnerait lieu à beaucoup de dérives. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec quelques patrons d'entreprise cet après-midi, il y en a qui m'ont révélé que l'un des freins aussi, c'est non seulement le coût des services financiers, mais également des intermédiaires véreux qui ont amené certaines entreprises sur des opérations qui finalement n'ont pas marché. Et c'est là que la responsabilité du régulateur, qui est la Commission des marchés financiers, est adressée. Moi, je pense qu'il faut renforcer son rôle. Nous avons plus que besoin, dans notre espoir que ce secteur soit dynamisé, nous aurons plus que besoin d'un régulateur pour éviter que qu'il y ait des dérives de toutes sortes. Mais la fonction de régulation ne peut pas seulement se limiter à l'édiction de la règle. Il faut de la pédagogie, il faut expliquer, il faut donc beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie, il faut même de la formation. La Douala Stock Exchange, je crois, ou une autre entreprise pour ce qui concerne la presse par exemple, a utilement formé des journalistes, notamment ceux qui s'intéressent, qui s'occupent des questions économiques tous les jours sur la bourse,
avant cette formation, ces séries de formations, on se rendait bien compte qu'il y avait une possession insuffisante de la part des journalistes des questions boursières. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'expertise dans les médias de ce point de vue. Je pense que si on mettait également les entreprises dans des cycles de formation sur la bourse, etc., cela réduirait peut-être aussi les difficultés, les réticences qu'on observe de la part des chefs d'entreprise. Oui, Monsieur Batsoro, vous voulez intervenir également? À sa question pour dire qu'il faudrait peut-être que la Commission fasse aussi un diagnostic d'approche de fond, parce que depuis 14 ans, est-ce que les approches, les stratégies qu'ils ont utilisées pour faciliter les entreprises à s'approcher du marché, est-ce que donc ces approches ont été efficaces? On a vu avec l'élément de tout à l'heure, le développement du secrétaire du président de la commission. Oui, du secrétaire, lui le secrétaire. Oui, lui le secrétaire, le président était en focus. On a vu tout à l'heure que l'engouement est faible, il n'y a que 3 entreprises et on parlait de 10 titres, c'est vrai que ce langage n'est pas très familier. En 14 années, il a pris l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et je me dis peut-être les nécessités, les enjeux sont peut-être similaires, mais chaque sous-région a quand même sa spécificité. Les questions d'intégration qui se posent ne sont pas les mêmes qui se posent aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut peut-être un diagnostic d'abord interne et puis aussi de l'approche d'intervention du travail qui est fait sur le terrain pour voir jusqu'ici qu'est-ce qu'on a fait et qui n'a pas facilité l'incitation des entreprises pour que celles-ci viennent vers le marché. Peut-être ça peut permettre de revoir l'approche, parce qu'il dit que la communication est faite, beaucoup de journalistes ont été formés, mais jusque-là, le résultat tant attendu n'est toujours pas atteint. Sauf que ce ne sont pas les journalistes qui vont vers les marchés financiers. Ah, c'est justement... Peut-être que la cible n'était pas bonne. Bon, les journalistes parlent des marchés financiers, mais ce n'est pas toujours eux qui vont acheter des titres et des obligations de ce côté-là. Ça me permet justement de demander au secrétaire général si au jour d'aujourd'hui, les perspectives sont nouvelles du côté de la Commission des marchés financiers. Oui, les perspectives sont bonnes. J'allais dire. Je voudrais juste rappeler que si vous regardez le cas de l'Afrique de l'Ouest, d'Abidjan, c'était une politique dirigiste qui a mené la construction de cette bourse. Parce que lorsque le président Houphouët met en place cette bourse, le président Houphouët a pu intéresser les entreprises qui existaient à l'époque à Abidjan à venir sur le marché ce côté. Donc il y avait une grande poussée de l'État qui a poussé ces entreprises à arriver. C'est exactement un peu la même chose qui est arrivée au Cameroun. En 2004, il y avait des entreprises que le chef d'État avait autorisé d'aller sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 3. Il en reste d'autres. Nous avons espoir qu'on va arriver à amener les entreprises qui sont sur la liste du chef de l'État sur le marché. En même temps, nous sommes en train de travailler avec le secteur privé pour les intéresser à arriver sur le marché. Nous avons eu en avril une rencontre avec les sociétés d'assurance du Cameroun qui, vous savez, la CIMA demande à ce que le capital des sociétés d'assurance passe de 1 à 5 milliards d'ici 2021. Tout à fait. Donc nous sommes allés vers ces entreprises. Alors disant qu'il y a un marché. Il y a un marché financier. Venez. Vous êtes déjà bien contrôlé par la CIMA. Donc il est possible aujourd'hui que les sociétés d'assurance du Cameroun arrivent sur le marché sans problème. Il n'y a pas d'information qui est cachée à ce niveau. Il faut juste qu'on ait la volonté, l'esprit d'ouverture et de transparence. Et comme je vous ai dit tantôt, cet argent que vous allez lever sur le marché, c'est presque à taux de zéro. Quand nous regardons les avantages fiscaux, c'est presque à taux de zéro. Nous levons l'argent à taux zéro. Alors, on dit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui remplissent des critères qui peuvent facilement, au niveau du secteur privé, qui remplissent les critères, les bilans, et un certain nombre de conditions qui sont requises au niveau de la commission, mais elles ne font pas toujours le pas. Et on se pose la question, mais elles sont pourtant
un bilan suffisamment transparent. Mais il y a pourtant de l'argent de financement à lever à taux zéro et jusque-là, ils ne viennent pas vers vous. On va passer à autre chose. Il y a une actualité en vue du côté de la Commission des marchés financiers, notamment une interdiction d'un point de presse qui devait avoir lieu à Douala demain. Et la Commission a saisi les autorités pour qu'on interdise ce point de presse-là. Oui. Qu'est-ce qui justifie cette interdiction comme ça, la liberté de s'exprimer, de se réunir? Vous savez, un marché financier, c'est d'abord des règles. C'est d'abord des règles et il faudrait que tout le monde se conforme à ces règles-là. Vous parlez là d'un problème qui a à faire avec la masse des obligataires de l'emprunt 2016-2021. Tout à fait. Et vous savez, dans le règlement intérieur de la masse des obligataires, il est bien indiqué dans ce règlement intérieur comment est-ce qu'on communique avec le public. Quel est le rôle de la masse? La masse est là pour s'assurer à chaque fois, ils se réunissent trimestriellement et ils se rassurent que la quotité mensuelle que l'État doit verser dans le compte secret au niveau de la BEAC est effectivement versée. Et à partir de là, ils se réunissent à 3, comme ils sont toujours 3 membres, ils se réunissent à 3 et publient un communiqué à la presse. Donc, il n'est prévu nulle part dans le règlement intérieur, ni au niveau de nos textes réglementaires, qu'un individu peut venir s'asseoir, éviter tout le public et commencer à parler de l'emprunt de l'État ou parler de l'État. Et vous savez, dans ce genre de réunions, on ne sait pas ce qu'il va dire et le régulateur est là pour s'assurer, pour veiller au bon fonctionnement du marché financier. Est-ce qu'à tout hasard, il n'y aurait pas une petite crise, une fébrilité de cette masse d'obligataires qui veut qu'aujourd'hui, ils aient envie de prendre la parole de manière solennelle publiquement en convoquant la presse? Parce qu'il faut également le dire, ils connaissent les règles. S'ils en sont à vouloir enfreindre si l'individu en est à vouloir enfreindre la règle, c'est qu'il doit avoir malaise quelque part, Aline René. Effectivement, il doit avoir un problème, ça c'est sûr. Et donc, ça rentre justement dans le cadre de tout ce qu'on disait là tantôt, qu'en fait, il y a un problème de communication, peut-être à l'intérieur même. À l'intérieur, non seulement entre la masse obligataire, ces individus, mais surtout le régulateur que vous êtes. Donc on se dit effectivement qu'il y a un problème de communication. Ça tourne toujours autour de ce problème de communication, de toute façon. Donc il n'y a pas péril dans la demeure, monsieur le secrétaire général? Non, il n'y a rien, c'est juste... Vous rassurez la masse des obligataires que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que l'État respecte ses engagements, l'État paye ses quotités, régulièrement. L'État, dans quelques semaines, va payer la première échéance de cet emprunt. Et c'est à partir de là que ceux qui ont souscrit à ces emprunts pourront juger de la qualité de la signature de l'État, qui fait quand même l'effort d'honorer ses engagements. Je vous rappelle dans un contexte de crise. Même dans un contexte de crise. L'emprunt de 2010, mais on a complètement soldé le compte de cet emprunt sans qu'il y ait des soucis majeurs sur le marché. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, c'est pas un problème de communication en tant que tel. C'est juste qu'un individu, je ne sais pas pour quelle raison, voudrait se trouver sur la place publique pour parler d'une chose qui doit être discutée de façon collégiale et qu'un communiqué de presse est publié. Et le régulateur ne peut pas accepter qu'il y ait du désordre sur le marché. Il faut quand même qu'on suive des règles. On va sûrement chercher à rencontrer cet individu qui veut, de manière comme ça, très solennelle, communiquer au sujet de cet emprunt obligataire souscrit par l'État du Cameroun. Nous allons marquer le second temps d'arrêt dans cette édition de scène de presse pour parler du Cameroun Investment Forum qui aura lieu dans quelques semaines du côté de Douala. Ce sera la deuxième édition organisée par l'Agence de promotion des investissements. Et à cette occasion, la directrice générale de cette institution s'est rendue dans la capitale économique camerounaise pour rencontrer non seulement les acteurs économiques mais également la presse pour communiquer sur cet important événement et inciter les uns et les autres à prendre ce rendez-vous de la Cameroun Investment Forum qui se tiendra à Douala. Je vous propose ce reportage de Daoud Mouyom de CRTV Littoral.
La loi de 2013 sur l'incitation à l'investissement privé au Cameroun porte les premiers fruits de sa mise en œuvre. 4 ans après son entrée en vigueur, l'Agence de promotion des investissements a déjà signé près de 150 conventions de partenariat avec des investisseurs nationaux et étrangers. Des investissements évalués à près de 3 500 milliards de francs CFA pour plus de 5 000 emplois projetés. Bon nombre de ces entreprises sont basées à Douala et ont reçu la visite les 5 et 6 octobre dernier de la directrice générale de l'API. Les premières observations faites sur le terrain donnent satisfaction et augurent d'une avancée dans l'industrialisation du Cameroun. Très positif et encourageant pour nous-mêmes qui avons œuvré dans le sens de l'accompagnement de ces entreprises et pour ces entreprises elles-mêmes. Le secteur hôtelier a été évalué sur l'exemple de l'hôtel Swao porté par l'entreprise Best Western. 183 pièces, dont 16 suites, hissées en un bâtiment 4 étoiles à 1 minute de l'aéroport international de Douala et pour un coût total de 8 milliards de francs CFA. Nous sommes sur le terrain aéroportuaire qui nous a été offert par les ADC au travers d'une convention d'un bail amphithéotique de 50 ans. Le projet a généré environ 300 emplois directs à 95% camerounais. L'agro-industrie affiche ses ambitions à travers le projet BVS, évalué à plus de 13 milliards de francs CFA consacré au secteur des vins et spiritueux. Autre secteur visité, celui du forage de pétrole et du gaz. Avec un investissement de plus de 10 milliards de francs CFA, Savannah est la première entreprise locale dans ce secteur. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'accompagnement de l'API a été déterminant pour une main-d'œuvre locale prioritaire. Le projet, il y avait 3 possibilités de l'implanter. Il y avait l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et c'est grâce à la loi sur l'incitation aux investissements, nous a décidé d'investir au Cameroun dans ce lourd projet et un engagement de création de 200 emplois locaux, essentiellement à destination de jeunes diplômés camerounais. Les avantages techniques que nous offre la loi, c'est des avantages, des abattements sur les droits de douane, notamment les matériels que l'on apporte. L'autre point, c'est l'exonération fiscale des bénéfices. La directrice générale de l'API, Marthe Angéline Minja, a profité de son séjour de 48 heures pour évoquer la 2e édition du Cameroun Investment Forum, prévue du 9 au 10 novembre 2017 à la maison du parti de Bonanjo. À 1 mois du grand rendez-vous, la presse a pris le témoin pour jouer sa partition dans la promotion de l'investissement privé au Cameroun. Merci Daoud William. C'était donc une activité de communication de l'Agence de promotion d'investissement en vue d'inciter les acteurs de l'économie camerounaise à prendre ce rendez-vous de novembre prochain à Douala en vue du CIF. Parlons d'autre chose ici à Scène de Presse cette soirée. Parlons du développement et de la préservation des écosystèmes forestiers en Afrique centrale. À qui profite l'exploitation de nos forêts et de nos ressources forestières? La question était au centre d'un atelier à Libreville cette semaine du côté du Gabon. Monsieur Hassan Batogo, vous avez pris part à ces échanges qui concernaient essentiellement les parlementaires membres du REPAR. C'était en vue de les sensibiliser, les outiller sur le protocole de Nagoya et le processus APA. Que dit ce processus exactement pour ce qui est des communautés locales? Quel est le bénéfice qu'on pourrait tirer de la préservation des écosystèmes forestiers dans la sous-région? Le bénéfice ne saurait être quantifié, qualifié lorsque la valeur de la diversité biologique n'est pas suffisamment connue. Parce que chaque pays de la sous-région, comme l'exemple du Cameroun, a sa richesse diversifiée. Alors, il y a des valeurs d'ordre scientifique, des valeurs d'ordre thérapeutique, des valeurs même d'ordre traditionnel et d'ordre économique aussi. Alors, lorsque la ressource elle est identifiée et clairement on a affiché la valeur sur chaque ressource, c'est à ce moment donc on peut facilement savoir comment dirais-je ça,
à qui est-ce que cette ressource peut bénéficier. Alors, à Libreville, les parlementaires devaient être encore... parce que ce n'est pas la première fois que les parlementaires sont édifiés sur la question de l'APA. La première activité, le premier atelier avait eu lieu à Bujumbura en 2013. Donc, Libreville, c'est pour évaluer 5 ans après l'état d'avancement du processus dans les différents États. Il y a certains États qui ont ratifié, certains États également ont développé des instruments, parmi lesquels le Cameroun, des instruments pour la mise en œuvre donc de ce protocole. Les parlementaires étant donc l'un des acteurs importants dans la mise en œuvre donc de ce protocole. Au niveau du REPAR, donc, il a été opportun pour que ces élus du peuple se retrouvent non seulement pour asseoir leurs connaissances et maîtriser les mécanismes du déclenchement de la mise en œuvre, mais également pour pouvoir, avec ces connaissances, élaborer ensemble les techniques, tout au moins remettre leurs éléments de suivi du contrôle de l'action gouvernementale au niveau des différents États membres dans lesquels les parlementaires se retrouvent. Lynn René, on parle là du protocole de Nagoya, et pour faire simple, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce protocole va permettre à ce que ceux qui exploitent nos forêts, que ce soit les industries pharmaceutiques, que ce soit les parfumeries ou les parfumeurs, que chaque fois qu'une essence tirée des ressources forestières, des massifs forestiers d'Afrique centrale est exploitée de quelque façon que ce soit par ces industries-là, qu'une quote-part des gains financiers reviennent aux États, là où est parti le produit qui est transformé, qui aboutit à un médicament ou alors à un parfum. Est-ce que vous pensez que réellement, au jour d'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui vont permettre à nos États d'engranger quelques bénéfices avec ce protocole de Nagoya? Ça va être difficile jusque-là. En fait, on est un peu comme dans un marché de dupes, si on peut l'appeler ainsi. Parce que quand on dit 5 ans après, on en est encore à chercher à faire un inventaire même de toutes ces ressources-là. On comprend qu'en fait, le chemin est encore assez long. Parce que le temps qu'il faudra mettre pour constituer l'inventaire par pays, que revient à chaque pays, que contient chaque pays en termes de ressources. Alors, ça va quand même être... D'abord, la traçabilité même de ces ressources-là. Justement, au niveau de la traçabilité des ressources, ça va être assez difficile quand même. Et on a parfois comme l'impression qu'on se retrouve toujours dans un marché de dupes. Parce qu'entre-temps, évidemment, c'est l'exploitation qui continue. Évidemment. Et nos pays ne gagnent pas grand-chose là-dedans. Serge, est-ce que vous comprenez qu'il y a un protocole comme ça qui existe, qui a été adopté, je pense, en 2013, en 2010 d'abord. Il est entré en vigueur en 2010, effectivement. Et qu'au jour d'aujourd'hui, donc 7 ans après, nos États en soi, quelques-uns ont ratifié, tout au moins pour ceux des pays de la Comifac, la dizaine de pays, on parle de 7 qui ont déjà eu à ratifier le protocole, mais il n'y a toujours pas les instruments juridiques qui permettent effectivement l'application et la mise en œuvre de ces protocoles-là. Est-ce que vous comprenez qu'on traîne le pas quand on pense qu'il y a des ressources à gagner, qu'il y a de l'argent, pour faire simple, qu'il y a de l'argent à gagner dans ce secteur-là, que cet argent pourrait être plus important que les ressources que nous gagnons avec du pétrole? Est-ce que vous comprenez qu'on prenne du temps à s'approprier ce protocole-là et à exiger ce qui devrait nous revenir de droit? Sur cette question, comme sur beaucoup, nous pâtissons des problèmes de gouvernance globale. Il n'est pas exclu que certains de ces exploitants illégaux, il faut le dire ainsi, se débrouillent à ce que les dirigeants ne pressent pas le pas pour doter les pays des instruments qui permettraient donc de réguler leurs activités et donc de limiter les cas d'exploitation illégale qu'on observe sur ces marchés-là. Donc la gestion durable des ressources, de la biodiversité, etc., elle est aussi, si vous voulez, victime de nos problèmes de gouvernance, c'est-à-dire les politiques publiques qui ne sont pas toujours inappropriées. Vous avez donc parlé des instruments juridiques qui ne sont pas toujours adaptés, sinon qui sont inexistants pour certains. Il y a la question de l'aménagement du territoire qui complique la question de l'inventaire, parce qu'il faut déjà avoir accès à ces ressources génétiques. Il y a
les insuffisances dans les autres services sociaux de base, que sont l'éducation, que sont la santé, etc., qui plombent la gouvernance de ce secteur-là. Si un protocole comme celui de Nagoya, dont l'un des objectifs est d'arriver à un partage équitable et juste des fruits de l'utilisation de ces ressources-là. Si un protocole comme celui-là n'est pas encore ratifié par certains États du bassin du Congo, dont on sait qu'il est le deuxième poumon économique de la planète, ça ne peut pas être parce qu'il n'y a pas de ressources humaines pour pouvoir le faire. Donc c'est pas un hasard, M. Batsoro. En partant comme de Libre, vous avez l'impression que les parlementaires s'engageaient effectivement à sensibiliser et à porter ce projet-là auprès de leurs dirigeants et des gouvernants? Ils renforcent pas, ils s'engagent pas, ils renforcent plutôt leur engagement, parce que l'engagement est pris depuis. Ils renforcent cet engagement pour essayer, si je peux permettre l'expression, de bousculer un tout petit peu les gouvernements, afin que la dynamique avance, pour que les États membres de la Comifac puissent ratifier ce protocole et développer des instruments juridiques qui vont permettre donc que le processus APA soit effectivement mis sur pied. Monsieur Besson, vous comprenez que nous ayons intérêt à faire en sorte qu'effectivement ce processus et ce protocole soient mis en œuvre et que nous puissions tirer des ressources de cet instrument international, de cette convention internationale. Oui, je comprends très bien, mais vous voyez, nous qui sommes du secteur des marchés financiers, nous avons également intérêt à ce qu'on arrive à développer nos forêts, notre environnement, tout ce qui concourt à la biodiversité. Et il y a des possibilités aujourd'hui de financer même ce genre d'activités à travers les marchés financiers, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la finance verte. Et je rappelle quand même que l'année passée à la COP22, le président de la Commission des marchés financiers, M. Jean-Claude Bois, avec d'autres régulateurs sur le plan africain, ont signé un protocole d'accord pour promouvoir la finance verte, qui est quand même un financement à taux inférieur du taux du marché. Et vous avez des organismes qui sont là, qui sont prêts à doper ces emprunts de ces structures-là pour que ça soit quand même quelque chose qui est attrayant pour le marché. Donc on a intérêt à mettre en œuvre effectivement le protocole de Nagoya. Oui, Lynn René, avant qu'on ne passe au... Effectivement, on a vraiment un gros intérêt là-dessus, et surtout quand on voit aujourd'hui tout ce que regorge le bassin de Congo aujourd'hui, tout ce dont regorge cet immense bassin du Congo, en termes de biodiversité, en termes de forêt. On comprend qu'en réalité, on peut se passer des recettes pétrolières, on peut se passer de toutes ces autres recettes et chercher à exploiter davantage toutes ces ressources forestières, minières, écologiques qu'on a. Oui. Malheureusement, c'est ce mode de financement-là, c'est tous ces mécanismes qu'il faut mettre en place qui constitue un véritable problème aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que je parlais d'un marché de dupes quelque part. Oui, avant de passer à autre chose, j'allais peut-être ajouter que les parlementaires répartis au niveau du Cameroun ont comme une étude pour essayer déjà d'avoir une idée à quoi peut ressembler la valeur de la biodiversité, son apport à l'économie camerounaise aujourd'hui. C'est donc bon à savoir. Nous vous proposons tout de suite le meilleur de l'info dans les meilleurs des tabloïds de la place. C'est la revue de presse que signe Daniel Menanga. Dans l'actualité de la semaine, l'acte 2 de la stabilisation du climat de tension au nord-ouest et au sud-ouest. Le gouvernement y veille, Cameroun Tribune rassure. Engagement du chef de l'État porté à Boya par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo. Et les médias ont un rôle crucial à jouer dans le maintien de la paix au Cameroun, d'où la mise au point du Conseil national de la communication mercredi dernier. Cameroun Tribune se fait le porte-parole du plaidoyer. La société civile, elle, milite pour un dialogue politique inclusif.
L'appel de Transparency International est repris dans les colonnes du Messager et du quotidien Le Jour. La crise sociopolitique divise le clergé, déduit mutation, les violences du 1er octobre 2017, génocide et usage irresponsable d'armes à feu contre les civils désarmés selon la province épiscopale de Bamenda et condamnation de la violence d'où qu'elle vienne pour la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Dans la foulée, la Nouvelle Expression déroule les nouvelles exigences des évêques anglophones. Ils demandent la libération des manifestants, le retour des élèves à l'école et bien sûr un dialogue avec pour objet la forme de l'État. Et le jour de s'interroger, quels interlocuteurs pour le dialogue? Le jour explore aussi les voies de sortie du conflit avec un acteur de la société civile. Au final, nous sommes tous acteurs dans l'apaisement de la situation, rappelle le quotidien national bilingue. Et voilà qu'un leader très actif dans le clash du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se prononce, indique le quotidien de l'économie. Akeremouna, candidat à Etoudi. Le jour dévoile son projet politique. Akeremouna est pour le retour au fédéralisme. Mais pour qui roule l'ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun, scrute le Messager. Pour le Cameroun ou pour la communauté internationale? Le changement s'opère déjà dans l'Union des populations du Cameroun. Une femme, présidente, Cameroun Tribune relève le caractère inédit des élections au sein de cette formation politique. À l'issue du congrès de l'UPC, Habiba Issa et Balegal Nkot, le secrétaire général, représentent désormais la nouvelle ère dans le parti du crabe. Et pendant ce temps, le Mfundi dit au revoir au conseiller municipal RDPC de la commune de Yaoundé 2e. Onambele Zibi n'est plus, annonce le Messager. Hommage au tout-puissant ancien président du Tonnerre Kalara Club. Mutation décrit un homme qui faisait perdre le sommeil à ses frères. Personnalité controversée et honnie dans le Mfundi après l'épisode du mémorandum. Enfin, la grande nouvelle du week-end, les Lions du volleyball championnes d'Afrique. Saveur particulière de la victoire à domicile. La Nouvelle Expression l'avait déjà pressenti dès les demi-finales. Le Cameroun a bien décroché son premier sacre. Merci Daniel Menanga et surtout bravo aux Lions de volleyball au Cameroun. Nous passons tout de suite aux une de lundi. Qu'est-ce que la presse nous annonce? Qu'est-ce que la presse prévoit demain? Agnès Solange-Avesolo. Bonsoir Mélanie. Alors madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Les journaux continuent d'épiloguer sur la situation donc dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis en économie, analyse comparée donc de la situation des pays de la CEMAC. Et puis comme vous venez de le dire, le sacre de nos Lions du volleyball qui se poursuit également dans nos différents quotidiens. Et c'est avec l'anecdote qui titre donc Cannes Volleyball Dames, héroïque, Lions indomptables. Le journal rappelle le potentiel des joueuses, leur parcours et leur participation 15 fois à cette compétition. Un premier titre continental que le Cameroun a remporté samedi en battant, faut-il le rappeler, le Kenya 3-0. C'était au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé. Alors que donc sur le plan économique, le quotidien de l'économie se montre donc un peu défaitiste en ce qui concerne la situation des pays et de la zone CEMAC. La fin de la crise n'est pas proche. Titre donc de quotidien qui poursuit que 4 pays sur les 6 seront en quasi-récession économique en 2017. Et pour preuve, le quotidien de l'économie évoque les recettes budgétaires qui seraient en chute, les avoirs extérieurs qui seraient également en baisse et la dette publique qui va s'aggravant. Un tableau sombre qui pourrait également faire ombrage à la formation médicale en examen à Yaoundé dès demain, publie Éco-Santé qui annonce que l'amélioration de la formation médicale est l'une des préoccupations de la centaine de doyens et enseignants de la faculté de médecine qui se retrouvent ce
ce lundi à Yaoundé dans le cadre des journées universitaires francophones et pédagogiques des sciences de la santé. De bonnes nouvelles en perspective, donc pourraient aussi bénéficier les populations du sud Cameroun. Le journal L'Immigrant qui met en exergue la charité des populations de ce côté-là avec l'inauguration solennelle de l'église catholique romaine. Une onction divine qui se déportera certainement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme l'espère le journal Mutation. Le quotidien décrypte et fait parler l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, d'où ce titre Meubara parle. Voilà donc Mélanie pour les unes de ce lundi 16 août 2010. Ce lundi 16 octobre, autant pour moi, 2017. Voilà, moi je vous donne rendez-vous en kiosque, il faut vous y rendre. Il y a bien d'autres journaux qui vous y attendent. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange, la primeur de l'information dans la presse, c'est à Scène de Presse et c'est sur ce que nous allons rendre l'antenne. C'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Nous parlions aujourd'hui des marchés financiers camerounais avec la Commission nationale des marchés financiers qui a décidé de s'ouvrir un peu plus au public et d'expliquer exactement quel est son rôle, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission des marchés financiers. Et bien évidemment, nous avons également effleuré la question de la préservation et de la protection des écosystèmes en Afrique centrale, à qui cela coûte et qu'est-ce que cela peut rapporter à nos économies. C'était donc là les sujets phares en échange sur ce plateau de Scène de Presse. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Scène de Presse. À vous, madame, monsieur, merci d'être venus sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir, le mien de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine sous le prisme des observateurs avertis que sont les hommes et les femmes des médias et quelques invités bien stratégiques tirés sur le volet. Au sommet de notre édition de Scène de Presse de ce jour, nous avons un sujet fort écologique et de développement durable. Le partage juste et équitable des ressources biologiques et génétiques issues des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale a cristallisé l'attention cette semaine à Libreville au Gabon. Sous le prisme du protocole de Nagoya, sénateurs et députés membres du réseau des parlementaires pour la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale ont été outillés aux enjeux économiques liés à cette convention internationale. Mais une question demeure, à qui profite véritablement l'exploitation des ressources des écosystèmes du bassin du Congo? Nos invités vont sûrement nous aider à comprendre les enjeux qui sont derrière cette affaire du protocole de Nagoya. Était également en débat cette semaine, mais cette fois du côté de Douala, la capitale économique camerounaise, la commission, la protection des investisseurs dans un contexte de marché financier pas toujours dynamique. La commission des marchés financiers du Cameroun est sortie de son mutisme pour donner à voir aux opérateurs économiques et autres investisseurs les garanties qu'elle offre pour les inciter à financer l'économie camerounaise. Dans le même temps, l'agence de promotion des investissements faisait une campagne médiatique en vue de l'organisation très prochaine, c'est-à-dire le mois prochain, du Cameroun Investment Forum à Douala, la capitale économique camerounaise. Est-ce que ces actions de communication sont suffisantes pour rassurer les investisseurs à choisir la destination Cameroun et venir investir dans notre pays? On le saura tout au long de cette émission avec nos invités. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de Scène de Presse. Avant de continuer et de découvrir ceux qui font le débat avec nous, je vous propose leur portrait signé Christelle Avom avec les images de Nicolas Essi. Lynn René Batonguet est journaliste issue de la 28e promotion de l'ESTI. Chef de service en charge de l'environnement au poste national, Lynn René est diplômée en communication sur la santé et l'environnement. Membre de l'Association des journalistes scientifiques du Cameroun et de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, elle a reçu de nombreux prix liés à des reportages sur les questions environnementales.
Le docteur Joseph Bessong est secrétaire général de la Commission des marchés financiers. Il a été directeur général de First Asset Management, PhD en développement des systèmes financiers et bien-être, obtenu à l'université Huddersfield au Royaume-Uni. Joseph Bessong a été bénéficiaire de la prestigieuse Chevening Scholarship en 2007. Bonsebe Serge Désiré est journaliste issu de la promo 2010 de l'ESTIC. S'il a baladé sa plume dans plusieurs rédactions, c'est aujourd'hui à l'hebdomadaire sous-régional Baromètre communautaire qui noircit les colonnes. Responsable du pôle numérique de Gabon Média Corporation, il est aussi conseiller du président de Gabon Média Coopération en stratégie, recherche et développement. Assène Batsogo Joseph Arsène est communicateur et journaliste spécialiste en santé-environnement. Consultant UNICEF en communication pour le développement communautaire et coordination des réseaux, il est titulaire d'une maîtrise professionnelle en communication, santé, environnement et développement durable obtenue à l'ESTIC. S'il a assisté à plusieurs séminaires de formation dans le domaine, il saura éluder la question du jour, à savoir les écosystèmes forestiers sont-ils des niches de richesse? Merci Christelle, madame, monsieur, merci d'être venu sur le plateau de scène de presse, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous signale à vous autres chers téléspectateurs que nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir le zooming de la semaine, le focus de la semaine, les portraits et bien sûr la revue de presse que va signer Daniel Menanga. La première question, je vais la poser tout de suite au secrétaire général de la Commission des marchés financiers au Cameroun. À quoi sert votre institution, sérieusement? La Commission des marchés financiers du Cameroun a été créée par la loi de 1999 avec des missions précises. Elle sert d'abord pour la protection de l'épargne publique investie en valeur mobilière et sur d'autres produits d'investissement. Deuxièmement, elle sert pour s'assurer que l'information qui est diffusée au public camerounais, que cette information est sincère, crédible et exacte. Et finalement, c'est pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers au Cameroun. Oui, Serge, vous avez entendu, voilà à quoi sert exactement la Commission des marchés financiers au Cameroun, mais ça fait 14 ans que cette institution existe, mais on n'a pas l'impression qu'on en entend très souvent parler ou alors qu'elle joue pleinement son rôle, tel que décliné par son secrétaire général. D'où l'un des premiers problèmes qu'on a avec cette commission et le marché financier au Cameroun, le déficit de communication. Vous le disiez à l'entame de cette émission, on ne les entend pas beaucoup. C'est une pratique une pratique de financement des entreprises assez nouvelle dans le contexte camerounais, et donc il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de pédagogie, il y a un besoin de formation à l'endroit des entreprises, à l'endroit des épargnants, pour qu'ils fassent confiance, pour qu'ils comprennent déjà de quoi est-ce qu'il est question et qu'ils fassent confiance à ce système-là. Mais comme vous le disiez, on ne les entend pas beaucoup et ils gagneraient, je pense, à optimiser leur communication. Pourtant, ça fait 14 ans que l'institution existe à Seine-Batsogo. Vous n'avez pas sûrement entendu parler, ou alors pas très souvent, sauf quand il a fallu lever des fonds à travers les emprunts obligataires souscrits par l'État camerounais et d'autres États de la sous-région Afrique centrale. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a véritablement besoin d'une structure comme celle-là? Difficile de savoir si son rôle n'est pas clairement perçu par les acteurs du marché financier. Et c'est à ce moment, si il faut attendre les journées comme celle qui vient de passer, ou encore des explications sur un plateau de télévision, pour qu'on sache exactement. Bon, peut-être que ceux qui sont intéressés, qui sont les acteurs du marché financier, maîtrisent le rôle et la place de la commission. C'est à eux qu'il revient d'apprécier justement le bien fondé de cette institution, à mon avis. Sauf que la commission, la essaie bien évidemment à aider les acteurs à lever des fonds et à financer l'économie camerounaise, c'est ce que j'ai compris. Lynn René, vous avez passé plusieurs années à Douala. Ce n'est un secret pour personne pour dire que vous avez quelques relations avec les acteurs économiques. Vous avez l'impression que très souvent ils ont eu recours à la commission des marchés financiers pour quelques engagements, que ce soit en termes d'investissement? C'est vrai que, on va dire, ça a toujours été caractérisé par une certaine opacité
En réalité, on n'en entend pas vraiment parler et que, comme disaient les autres, ils gagneraient effectivement à communiquer un peu plus. La méfiance des épargnants, mais je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement le seul élément qui freine les uns et les autres à aller vers les marchés financiers, les marchés boursiers, parce que si je m'en tiens justement aux emprunts obligataires qui ont connu des succès retentissants chaque fois qu'il a fallu lever des fonds sur les marchés camerounais, on a pu atteindre le quota, voire même dépasser le quota en question. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ce peu d'engouement plus un problème de gouvernance des entreprises même camerounaises? Je ne suis pas chef d'entreprise, il est difficile que je me prononce. Je pense que au-delà donc du comportement de ces entreprises dont vous évoquez, il y a d'autres aspects. La gouvernance concernant le marché le marché financier, la gouvernance des États. Pour moi, je pense plutôt qu'il y a une espèce d'absence de marketing fort de l'activité du marché financier. Par exemple, j'ai échangé avec un enfant, on se disait que vous avez, quand vous introduisez l'émission, la communication, elle est suffisamment fermée, ce qui fait que un certain nombre d'entreprises, peu importe la taille, peuvent s'aventurer au niveau du marché financier. Maintenant, il a expliqué des caractéristiques avec des calculs, les taux d'intérêt, et les pourcentages qui sont suffisamment incitatifs pour que les gouvernements ont mis en place pour permettre donc aux entreprises de pouvoir s'engager, s'aventurer au marché financier. Donc, pour moi, la gouvernance au niveau de ce marché a ses torts, mais il serait beaucoup plus intéressant que l'information puisse circuler aisément auprès de ceux qui sont les principaux concernés par ces marchés. Oui, auprès de ceux qui s'intéressent, de ceux qui ont besoin de ressources pour investir dans leurs affaires, en sorte que, parce que on a l'impression que ça reste un cadre complètement déjudicié. Il faut absolument vulgariser et que la commission puisse jouer effectivement le rôle de reliance sociale dont parlait le secrétaire général tout à l'heure. D'accord donc pour ces aspects de reliance sociale, mais Serge a quand même souligné quelque chose, c'est que nos entreprises sont gérées un peu comme des épiceries, donc difficile pour celles-ci de venir vers une bourse de valeur mobilière. Qu'est-ce que sont les garanties quand même, les outils incitateurs qu'on pourrait mettre à la disposition pour amener un plus grand nombre à venir vers la bourse des valeurs mobilières, par exemple? Oui, il a certainement raison de dire qu'il y a ces problèmes de transparence. Parce que la seule denrée sur le marché financier, c'est l'information. C'est l'information financière. C'est l'information qui concerne l'environnement et le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, si l'investisseur n'a pas la bonne information concernant ces entreprises, c'est un peu difficile que l'investisseur puisse investir dans ces sociétés-là. Bon, vous me demandez quels sont qu'est-ce qui est mis en place pour faciliter l'accès de ces entreprises au marché financier. Eh bien, depuis que le nouveau collège de la commission est arrivé avec son président, nous avons mis en place un nouveau plan stratégique qui aujourd'hui nous permet de regarder devant avec optimisme. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller vers ces entreprises pour communiquer l'information de ce qui existe, les avantages qui existent, surtout fiscaux, et de les encourager à beaucoup plus d'ouverture. Tout à l'heure, il disait que sur la place de la CEMAC, nous avons 2 bourses. Alors, permettez-moi de vous dire que lorsqu'on a créé le marché de l'Afrique de l'Ouest, la BRVM, lorsque M. Houphouët créé ce marché au début des années 90, il y avait 32 entreprises cotées. Et c'était la bourse d'Abidjan. Aujourd'hui, nous avons à peine 43 pour 8 États.
Donc vous voyez qu'en plus de 14 ans que les 8 États se sont réunis pour créer une bourse unique. Voilà, une bourse unique. On n'a pas eu plus d'entreprises que quand on avait une seule bourse. Qu'on avait une seule bourse. Donc ça veut dire qu'il faut un État leader. Et c'est ce rôle que le Cameroun doit jouer en Afrique centrale pour que les autres retrouvent le Cameroun dans le chemin du développement. Et c'est l'économie ivoirienne est différente de l'économie camerounaise. Mais non, les mêmes entreprises qu'on retrouve au niveau d'Abidjan sont les entreprises qu'on retrouve au Cameroun. Et ces entreprises sont cotées du côté d'Abidjan. Mais ne sont pas cotées du côté camerounais. Du côté camerounais. Et aujourd'hui, c'est le travail que la Commission des marchés financiers est en train de mener sur le terrain pour montrer qu'il y a des avantages pour arriver à utiliser le marché financier pour financer les activités d'investissement. Tout à l'heure, je lui disais que l'État a baissé l'impôt sur les sociétés de 30 à 20% pour les entreprises qui vont entrer en bourse en cédant 20% du capital. Mais vous vous rendez compte, si on baisse votre impôt de 10%, ça veut dire que même si vous levez l'emprunt sur le marché à 7% et les 20%, vous bénéficiez de ces 20% pendant 3 ans, c'est-à-dire que vous avez 30 points d'impôt économisés. Et vous payez l'intérêt, par exemple, si c'est des obligations de peut-être 7%, en 3 ans, ça vous fait 21%, alors que effectivement vous avez reçu 30% de baisse. Donc en quelque sorte, vous levez l'argent à taux zéro. On va revenir sur cette explication qui me paraît fort intéressante pour ceux des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui nous se regardent en ce moment-ci. Le temps pour nous de vous proposer le focus de la semaine et on reste sur le même chapitre et nous avons pu rencontrer cette semaine donc le président de la Commission des marchés financiers, Jean-Claude Ngba, qui revient sur ces journées qui ont été organisées à Douala en vue de sensibiliser les entreprises et en vue de protéger les investisseurs camerounais et non camerounais de toutes les façons, les acteurs de l'économie camerounaise vis-à-vis de ces marchés et de la spéculation dans les marchés financiers. Je vous propose donc M. Jean-Claude Ngba. Nous avons pu communiquer avec le public, nous avons communiqué avec les professionnels, nous avons communiqué pour pouvoir présenter, n'est-ce pas, les avantages déjà de l'introduction sur le marché financier et comment l'épargnant, l'investisseur est protégé par les opérations, lors des opérations qui se déroulent sur le marché financier. Le rôle du régulateur est primordial puisque au-delà du développement, n'est-ce pas, du marché financier, il est avant tout le protecteur de l'épargnant, le protecteur de l'investisseur en valeur mobilière. C'est pour cela que nous avons donc présenté aussi au public, n'est-ce pas, tous les avantages qui entourent l'introduction sur le marché financier, mais surtout comment les investisseurs sont protégés. À chercher à parler un peu plus de cette commission-là pour pouvoir intéresser davantage le public. Oui. Ça c'est clair quand même. On a donc la chance d'avoir le secrétaire général sur le plateau qui va effectivement éclairer notre lanterne sur le sujet. La commission des marchés financiers du Cameroun, comme je l'ai dit, ça fait 14 ans qu'elle existe, qu'elle a eu à poser quelques actes majeurs ces derniers temps, notamment au travers des emprunts obligataires, qu'elle a, on va dire, parrainé, c'est ça, soutenu, encouragé, encadré. Non, la commission des marchés financiers est là pour s'assurer que ceux qui viennent sur le marché pour lever les fonds, le font selon les règles de l'art. La commission des marchés financiers n'est pas un guichet de banque. Elle joue le rôle que la COBAC joue dans le secteur bancaire. Donc, la commission des marchés financiers assure le contrôle des activités sur le marché financier, assure le contrôle de la bourse, assure le contrôle des prestataires de services d'investissement et s'assure que l'écosystème est harmonieux. Donc c'est ça un peu le rôle de la commission, qui n'est pas un rôle de donner directement de l'argent aux investisseurs, mais elle sert plutôt de facilitateur pour aider ceux qui veulent venir sur le marché et les investisseurs qui sont prêts à investir sur les produits financiers qui sont offerts sur le marché, à pouvoir y
acheter ou vendre sans se soucier de la qualité de l'information, puisque la commission est là pour veiller à ce que l'information qui est donnée au public est la bonne information. Vous parlez de la bonne information et l'information donnée justement au public, et tous ceux qui sont sur ce plateau sont unanimes en disant que la bonne information n'est pas toujours disponible. Ça me permet de vous poser cette autre question. Où est-ce qu'on en est avec la Douala Stock Exchange? Bon, vous avez parlé de la bourse. Voilà. La Douala Stock Exchange, la bourse camerounaise aujourd'hui. Voilà. Donc la Douala Stock Exchange, c'est le marché secondaire de la place financière de Douala. Voilà. Alors, la Douala Stock Exchange est là pour s'assurer que lorsque les titres sont émis sur le marché primaire, dont les obligations ou les actions sont émises sur le marché primaire, ceux qui ont acheté ont la possibilité de revendre. C'est ça que les autres appellent ça le marché d'occasion. C'est-à-dire vous avez acheté des titres, vous allez à la Douala Stock Exchange, lorsque les valeurs sont cotées, vous avez la possibilité de les échanger. De les échanger, parfois de les vendre plus cher encore que ce que vous avez acheté. Ça dépend également de l'information qui entoure l'activité de l'entreprise concernée. Vous savez, nous avons un problème de l'évaluation des entreprises chez nous, parce que toute information qui anime l'activité d'une entreprise doit concourir à la détermination de sa valeur. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise n'est pas cotée, par exemple à la Douala Stock Exchange, il est difficile de savoir quelle est la vraie valeur de cette entreprise, de ces actions. C'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui. Personne ne sait la valeur des entreprises qui existent chez nous. La Douala Stock Exchange, certes, n'a pas attiré beaucoup d'entreprises au Cameroun. Aujourd'hui, on n'en a que 3. On n'en a que 3, mais il faut qu'on se rappelle que c'est également un bien social. C'est une bourse, mais c'est un bien social. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une entreprise qui est cotée sur la Douala Stock Exchange, qui fait dans le domaine, disons, de l'eau, si vous êtes actionnaire dans une autre entreprise qui fait dans de l'eau, on ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes entre les couples. Mais si l'un des couples avait des titres dans l'autre entreprise et qu'il arrivait qu'il y ait problème de divorce, il faut partager les biens. Comment on fait pour évaluer les titres que le monsieur ou la dame avait sur l'autre entreprise? Parce que cette entreprise n'est pas cotée. N'est pas cotée, mais donc, vous allez à la bourse. Donc on a intérêt à aller vers la bourse. Vous allez à la bourse, vous retrouvez l'autre entreprise qui fait aussi dans l'eau, qui est comparable à l'autre entreprise qui n'est pas cotée. Vous regardez la valeur au niveau de la bourse et vous utilisez ces valeurs pour faire votre valorisation de l'autre entreprise et arriver au partage qui soit beaucoup plus équitable. Donc c'est ça la fonction sociale. Donc la bourse elle est là certes, mais elle joue quand même son rôle au niveau de l'économie camerounaise. Mais la bourse gagnerait à aller au-delà de 3 entreprises. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'en 14 ans, qu'on en soit seulement à 3 entreprises cotées à la bourse, à la Douala Stock Exchange du Cameroun, Lynn René? C'est assez insuffisant. Vraiment, en 14 ans, pourquoi seulement 3 entreprises? Ça, c'est la question qu'il faut se poser parce que on penserait quand même à avoir déjà un peu plus d'entreprises aujourd'hui cotées au niveau de la bourse à la Douala Stock Exchange. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi seulement. Est-ce que c'est peut-être parce que les conditions ne sont pas aussi faciles que ça? Je me dis. Le secrétaire général va sûrement nous répondre. Serge, vous étiez à Libreville il y a encore quelques temps. On sait que de ce côté-là, il y a également un marché boursier, un marché financier, il y a même une bourse de valeur. On avait pensé que la sous-région mettrait en place une seule bourse de valeur mobilière. On se retrouve avec plusieurs. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les acteurs économiques aient du mal à venir du côté de la bourse, de la Douala Stock Exchange? Il y a au chapitre des raisons pour lesquelles nous ne sommes qu'à 3 entreprises cotées à la Douala Stock Exchange. Il y a un problème culturel. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Les patrons d'entreprise, sur la base des enquêtes qui ont été faites, les patrons d'entreprise ont un problème avec la transparence. Il n'est pas toujours aisé de rendre public un certain nombre d'informations, parce que coter une entreprise en bourse, c'est effectivement rendre public un certain type d'informations sur l'entreprise. Et donc ça appelle, ça
ça freine un peu l'ardeur de la méfiance vis-à-vis des patrons d'entreprise. Vous savez que l'environnement des affaires au Cameroun est particulièrement compliqué. La plupart des entreprises, en tout cas beaucoup d'entreprises, ne disent pas toujours l'exacte vérité sur le chiffre d'affaires, etc., par peur de ce que les services fiscaux vont finir par faire, etc. Et donc, ce problème de transparence que la bourse exige est un frein à ce que les entreprises y aillent. Donc ça, c'est la principale raison. L'autre raison se situe au niveau de l'étroitesse du marché. Dans l'espace sous-régional de l'Afrique centrale, donc vous l'avez dit, nous avons 2 bourses. C'est déjà beaucoup pour cet espace. En 2011, la Banque africaine de développement avait justement proposé que les 2 bourses soient fusionnées, qu'il y ait une spécialisation, que par exemple Douala soit spécialisé sur les actions, que Libreville soit spécialisé sur les obligations, ou alors, deuxième option que la BAD avait proposé, que Libreville soit que la bourse de Libreville et celle de Douala fusionnent, et donc que Libreville Douala accueille la bourse et que Libreville reste sur la fonction de régulation. Bon, vous voyez très bien que sur cette question-là, il y a un problème de volonté politique. Des il faut États que les États de la sous-région s'entendent là-dessus. Et dernier élément, c'est la méfiance des épargnants vis-à-vis de ce mode de financement. Nous avons déjà une grande méfiance vis-à-vis du système bancaire, qui lui est un peu plus âgé que le système boursier. Donc, on n'a pas toujours confiance dans ces services-là. À mon avis, donc, sur la base des enquêtes qui ont été menées, ce sont les raisons qui expliquent que nous n'ayons pas beaucoup progressé sur Monsieur Mbassoro, Serge parle là de cette opération. Le premier, c'est le régulateur, qui est la Commission des marchés financiers. À côté de ce régulateur, nous avons donc les acteurs principaux que sont la bourse des valeurs mobilières, Douala Stock Exchange. Nous avons le dépositaire central, qui est la caisse autonome d'amortissement, et effectivement, les plus importants, que l'on ne connaît pas souvent, les prestataires de services d'investissement, qui sont aujourd'hui pour la plupart des banques. Nous avons 13 prestataires de services d'investissement, n'est-ce pas? Donc 10 sont pratiquement des établissements bancaires. Nous avons donc, à travers cette architecture, permis aux Camerounais d'être dotés d'un instrument puissant de financement de l'économie. Et c'est ça le rôle du marché financier, le rôle de la bourse, qui est un marché de valeurs mobilières sur lequel s'échangent les actions, qui sont des titres de propriété, et les obligations, qui peuvent être des titres de créance, n'est-ce pas, émis par une entreprise, par une banque, par une collectivité locale ou par un État. Il faut dire que 14 ans après le début des opérations, nous avons constaté que le niveau d'activité n'a pas beaucoup augmenté. Nous avons moins d'une dizaine d'actions qui sont cotées, moins d'une dizaine d'obligations également qui sont dans le compartiment obligataire. Bref, ça ne reflète pas, n'est-ce pas, le potentiel économique du Cameroun. Parce que nous devrions être au moins comme les autres pays à niveau économique comparable, à une trentaine de sociétés cotées. Pourquoi pas à une centaine d'obligations existant sur le marché. Mais nous n'avons pas encore atteint ces performances. Nous sommes à 3 sociétés. Il faut le dire, il y a 3 sociétés qui sont cotées. Il y a moins d'une dizaine d'obligations d'États, de l'État du Cameroun et d'autres États de la CEMAC, et puis des organisations internationales qui ont fait confiance au marché financier camerounais et qui ont donc émis des obligations sur le marché financier camerounais. Bon, donc je dis bien que ça ne reflète pas du tout le potentiel de notre économie. Nous devrions pouvoir nous retrouver au-delà, sinon semblables aux indicateurs qui caractérisent, par exemple, l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire. La solution que nous avons envisagée, d'abord de mettre en place une stratégie, n'est-ce pas, de développement, de redynamisation du marché financier, qui est le fruit des concertations que nous avons eues
avec l'ensemble des acteurs. Au-delà de cette grande concertation, comme solution également par rapport aux autres produits qui vont venir, notamment la mise en place des organismes de placement collectif en valeur mobilière, les OPCVM, nous avons entrepris des démarches au niveau de l'OICV avec notre partenaire, le régulateur du Nigeria, où nous avons pu constater une grande évolution de ce marché financier qui nous est proche. À terme, lorsque nous serons totalement opérationnels, il n'est pas exclu que nous puissions avoir des contacts plus poussés avec ce marché financier pour nous permettre de mettre à la disposition des Camerounais des actions d'autres pays qui sont également certainement plus liquides. À quoi aura servi la semaine de sensibilisation des investisseurs réellement? Bon, la semaine de l'investisseur est une semaine qui est observée sur le plan mondial. C'est une semaine qui est coordonnée par l'Organisation internationale des commissions des valeurs, donc l'OICV, et a été célébrée à plus de 100 pays. Vous savez, depuis la crise de 2007-2008, les investisseurs de détail ont du mal à aller sur le marché financier. Donc il y a quand même une baisse d'activité des investisseurs de détail. C'est plus les investisseurs institutionnels qui propulsent le marché aujourd'hui. Mais il est question aujourd'hui de remettre les investisseurs de détail en confiance. Lorsque vous dites les investisseurs de détail, vous voulez parler des particuliers. Des particuliers, le propriétaire d'une entreprise, je ne sais pas quoi vous parlez en début d'émission d'une entreprise qui fait dans de l'eau potable, ou alors, je ne sais pas quoi, d'un importateur de poissons, d'un exportateur de poissons, ou d'un agriculteur simplement. Quelqu'un qui a son exploitation agricole, est-ce qu'une personne pareille peut s'aventurer à venir dans un marché financier ou dans un marché boursier? Non, il faut d'abord se constituer en entreprise. Oui. C'est-à-dire, l'investisseur chez nous n'est pas comme l'investisseur, quand on va parler tout à l'heure de l'API. L'investisseur chez nous, c'est celui qui vient sur le marché pour acheter l'action ou l'obligation. Qui vient acheter des titres. Et l'entreprise qui vient sur le marché pour chercher les ressources, chez nous, c'est ça qu'on appelle l'émetteur, qui est un peu différent de l'idée d'investisseurs qui viennent de l'étranger pour implanter une activité. Parce que chez nous, c'est des titres qui existent déjà, ou si on veut augmenter le capital, donc augmenter le nombre de titres, on vient sur le marché financier pour proposer ces titres et lever les fonds. Et c'est ce fonds maintenant que vous allez utiliser pour les investissements. Donc, celui qui a son palmeraie doit d'abord se constituer en entreprise. Justement, qui a son entreprise, parce qu'on peut avoir une palmeraie et être constitué en entreprise, on a besoin de lever des fonds peut-être pour monter sa capacité de production. Est-ce qu'on est habilité à venir à la Douala Stock Exchange? Voilà, vous êtes habilité du moment où vous avez au moins 3 bilans. Parce qu'on vous demande quand même 3 bilans. Ça rejoint donc ce que disait Serge Bontébé tout à l'heure. Vous parlez bien du bilan financier, de gestion de l'entreprise. Et ça, c'est pas courant chez nous. Ben, on doit s'arrimer aux standards internationaux. On doit s'arrimer. Il faudrait pas que lorsque les évaluateurs du Fonds monétaire et tout ça arrive ici chez nous, que chaque année, on ait des problèmes avec le doing business. Il faut qu'on arrive à avoir des entreprises qui ont des données fiables. Il faut qu'on arrive... D'ailleurs, si une entreprise arrive sur le marché financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où ces données sont présentées au niveau du marché pour la première fois, il n'y a plus moyen de changer. Ça veut dire que on peut considérer qu'à ce moment, c'est base zéro, et au fur et à mesure... Soit on avance, soit on décline. Voilà. Et si on décline, on sort du marché. Parce que le marché ne tolère pas que vous ne communiquez pas l'information concernant la gestion de votre activité. Oui, Lynn René, vous comprenez donc aisément que les entreprises aient du mal à aller vers les marchés financiers? Effectivement, et comme le disait tantôt Serge, les entreprises ont du mal parce que justement, elles ne veulent pas toujours communiquer leur chiffre d'affaires. Mais il y a un élément assez incitatif d'ailleurs et incitateur, à savoir la baisse des impôts qui a été faite depuis 7 ans déjà, vous l'avez dit, je crois.
bien. Ça fait 7 ans, c'était en 2010. Alors si depuis 7 ans, on a quand même baissé les impôts pour ces entreprises-là. Pour celles qui voudraient aller vers les marchés financiers. Et qu'il n'y a toujours pas eu assez d'entreprises qui viennent vers ces marchés financiers-là, c'est que peut-être qu'il y a un autre problème. Le problème doit être ailleurs. Et c'est là où on revient justement sur ce problème de communication. Combien d'entreprises, par exemple, savent même que effectivement le taux de ces impôts-là a été baissé. Elles sont combien qui pour sont celles qui aimeraient aller vers ces marchés financiers? Moi, j'en suis à me poser une autre question. Est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas suffisamment d'engouement des entreprises vers les marchés financiers, est-ce que ce n'est pas un indicateur de ce que la Commission des marchés financiers, peut-être qu'il faudrait s'en défaire, qu'elle ne servirait pas, Serge? Peut-être c'est un outil de trop pour nous. Peut-être l'économie camerounaise n'est pas encore à même de fonctionner avec de tels outils. Le secteur existe, il faut le réguler, il faut une instance de régulation. Ne pas le réguler donnerait lieu à beaucoup de dérives. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec quelques patrons d'entreprise cet après-midi, il y en a qui m'ont révélé que l'un des freins aussi, c'est non seulement le coût des services financiers, mais également des intermédiaires véreux qui ont amené certaines entreprises sur des opérations qui finalement n'ont pas marché, et c'est là que la responsabilité du régulateur, qui est la Commission des marchés financiers, est adressée. Moi, je pense qu'il faut renforcer son rôle. Nous avons plus que besoin, dans notre espoir que ce secteur soit dynamisé, nous aurons plus que besoin d'un régulateur pour éviter que qu'il y ait des dérives de toutes sortes. Mais la fonction de régulation ne peut pas seulement se limiter à l'édiction de la règle. Il faut de la pédagogie, il faut expliquer, il faut donc beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie, il faut même de la formation. La Douala Stock Exchange, je crois, ou une autre entreprise pour ce qui concerne la presse par exemple, a utilement formé des journalistes, notamment ceux qui s'intéressent, qui s'occupent des questions économiques tous les jours sur la bourse. Avant cette formation, ces séries de formations, on se rendait bien compte qu'il y avait une possession insuffisante de la part des journalistes des questions boursières. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'expertise dans les médias de ce point de vue. Je pense que si on mettait également les entreprises dans des cycles de formation sur la bourse, etc., cela réduirait peut-être aussi les difficultés, les réticences qu'on observe de la part des chefs d'entreprise. Oui, Monsieur Batsoro, vous voulez intervenir également? Sa question pour dire qu'il faudrait peut-être que la Commission fasse aussi un diagnostic d'approche de fond, parce que depuis 14 ans, est-ce que les approches, les stratégies qu'ils ont utilisées pour faciliter les entreprises à s'approcher du marché, est-ce que donc ces approches ont été efficaces? On a vu avec l'élément de tout à l'heure, le développement du secrétaire du président de la commission. Oui, du secrétaire, lui le secrétaire. Oui, le secrétaire, le président était en focus. On a vu tout à l'heure que l'engouement est faible, il n'y a que 3 entreprises et on parlait de 10 titres, c'est vrai que ce langage n'est pas très familier. En 14 années, il a pris l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et je me dis peut-être les nécessités, les enjeux sont peut-être similaires, mais chaque sous-région a quand même sa spécificité. Les questions d'intégration qui se posent ne sont pas les mêmes qui se posent aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut peut-être un diagnostic d'abord interne et puis aussi de l'approche d'intervention du travail qui est fait sur le terrain pour voir jusqu'ici qu'est-ce qu'on a fait et qui n'a pas facilité l'incitation des entreprises pour que celles-ci viennent vers le marché. Peut-être ça peut permettre de revoir l'approche, parce qu'il dit que la communication est faite, beaucoup de journalistes ont été formés, mais jusque-là, le résultat tant attendu n'est toujours pas atteint. Sauf que ce ne sont pas les journalistes qui vont vers les marchés financiers. Ah, c'est justement... Peut-être que la cible n'était pas bonne. Bon, les journalistes parlent des marchés financiers, mais ce n'est pas toujours eux qui vont acheter des titres et des obligations de ce côté-là. Ça me permet justement de demander au secrétaire général si au jour d'aujourd'hui, les perspectives sont nouvelles du côté de la Commission des marchés financiers. Oui, les perspectives sont bonnes. J'allais dire. Je voudrais juste rappeler que si vous regardez le cas
de l'Afrique de l'Ouest, d'Abidjan, c'était une politique dirigiste qui a mené la construction de cette bourse. Parce que lorsque le président Houphouët met en place cette bourse, le président Houphouët a pu intéresser les entreprises qui existaient à l'époque à Abidjan à venir sur le marché ce côté. Donc il y avait une grande poussée de l'État qui a poussé ces entreprises à arriver. C'est exactement un peu la même chose qui est arrivée au Cameroun. En 2004, il y avait des entreprises que le chef d'État avait autorisé d'aller sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 3. Il en reste d'autres. Nous avons espoir qu'on va arriver à amener les entreprises qui sont sur la liste du chef de l'État sur le marché. En même temps, nous sommes en train de travailler avec le secteur privé pour les intéresser à arriver sur le marché. Nous avons eu en avril une rencontre avec les sociétés d'assurance du Cameroun qui, vous savez, la CIMA demande à ce que le capital des sociétés d'assurance passe de 1 à 5 milliards d'ici 2021. Tout à fait. Donc nous sommes allés vers ces entreprises. Alors disant qu'il y a un marché. Il y a un marché financier. Venez. Vous êtes déjà bien contrôlé par la CIMA. Donc il est possible aujourd'hui que les sociétés d'assurance du Cameroun arrivent sur le marché sans problème. Il n'y a pas d'information qui est cachée à ce niveau. Il faut juste qu'on ait la volonté, l'esprit d'ouverture et de transparence. Et comme je vous ai dit tantôt, cet argent que vous allez lever sur le marché, c'est presque à taux zéro. Quand nous regardons les avantages fiscaux, c'est presque à taux zéro. Nous levons l'argent à taux zéro. Alors, on dit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui remplissent des critères qui peuvent facilement, au niveau du secteur privé, qui remplissent les critères, les bilans et un certain nombre de conditions qui sont requises au niveau de la commission, mais elles ne font pas toujours le pas. Et on se pose la question, mais elles sont pourtant un bilan suffisamment transparent. Mais il y a pourtant de l'argent de financement élevé à taux zéro et jusque-là, ils ne viennent pas vers vous. On va passer à autre chose. Il y a une actualité en vue du côté de la Commission des marchés financiers, notamment une interdiction d'un point de presse qui devait avoir lieu à Douala demain. Et la Commission a saisi les autorités pour qu'on interdise ce point de presse-là. Oui. Qu'est-ce qui justifie cette interdiction comme ça, de la liberté de s'exprimer, de se réunir? Vous savez, un marché financier, c'est d'abord des règles. C'est d'abord des règles et il faudrait que tout le monde se conforme à ces règles-là. Vous parlez là d'un problème qui a à faire avec la masse des obligataires, de l'emprunt 2016-2021. Tout à fait. Et vous savez, dans le règlement intérieur de la masse des obligataires, il est bien indiqué dans ce règlement intérieur comment est-ce qu'on communique avec le public. Quel est le rôle de la masse? La masse est là pour s'assurer à chaque fois, ils se réunissent trimestriellement et ils se rassurent que la quotité mensuelle que l'État doit verser dans le compte séquestre au niveau